Vous êtes hyper pro avec tous vos micros. Bah t'as vu ça? T'as vu? Oh mon dieu, c'est vrai, je veux plus d'enfants moi quand je vois ça. C'est vrai, non, vous êtes trop chou. C'est vrai? Ah non, moi savoir que C'est moi, c'est ouais. c'est la chatte comme ça. Par contre, vous avez des beaux gosses à Paris. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Amal. Amal a 25 ans, et avec elle nous avons discuté de symptothermie et d'adénomiose, des salles d'accouchement et d'instinct animal, de muesli aux fruits rouges, du 23 mars 2017 et des Nokia 3310, mais surtout de s'aimer et de s'accepter. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme? Il y a des jours oui, il y a des jours un peu moins. Mais sinon, en général, oui, je suis plutôt fière d'être une femme. Moi, je me sens bien dans mon corps, dans ce que je suis. Et le fait d'être une femme aussi au niveau anatomique, pas que uniquement sociétal. Et j'aime bien avoir mon cycle menstruel parce qu'il me permet de avoir des énergies différentes. Et je sais que quand j'ovule, par exemple, je vais être genre en mode girl boss, je vais vouloir faire plein de choses. Et je sais quand optimiser mon énergie en tant que femme. C'est quoi pour toi être féminine? La féminité, la virilité, pour moi, c'est des constructions sociales. Être féminine, ça veut rien dire parce que pour moi, c'est les hommes qui ont créé ce concept. Donc, quand je dis les hommes, c'est les hommes en tant qu'hommes dans la société qui s'est dit, on va sexualiser le corps des femmes quand on le veut. Et en fait, moi, j'ai compris quelque chose, c'est que les hommes aiment bien quand les femmes sexualisent leur corps quand c'est eux qui l'ont décidé. Si une femme décide de mettre un décolleté pour aller travailler, ça va le faire chier, il va t'harceler dans le métro, il va t'harceler dans la rue. Mais par contre, quand il doit utiliser ta bouche ou tes seins pour une publicité et vendre son coca, il va le faire, par exemple. Donc, pour moi, être féminine, ça veut absolument rien dire. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille? Mon père voulait absolument une fille. Genre, c'était vraiment le truc qu'il voulait. Et ma maman, elle s'en foutait un peu. Ma mère, elle a 2 enfants et elle est vraiment contente dans son rôle de mère. C'est une mère exceptionnelle, mais c'est vrai que de base, elle voulait pas spécialement d'enfants aussitôt parce que du coup, elle m'a eu à 20 ans et du coup, c'était très tôt pour elle. On en a déjà parlé parce que moi, je voulais savoir, il y avait un livre qui a été fait près d'Israël, si je me trompe pas, qui s'appelle Le regret d'être mère. Donc, c'est des mamans qui ont été obligées à être mères par la société et qui aujourd'hui le regrettent, mais qui aiment leurs enfants. Et du coup, j'en ai parlé avec ma mère. Elle m'a dit qu'elle avait pas le regret d'être mère, mais elle dit que oui, un truc qui est certain, par contre, c'est que elle aurait bien voulu avoir plus de temps devant elle et voilà quoi. C'est ta maman qui s'occupait principalement de votre éducation? C'est ma maman, oui, qui s'occupait beaucoup de notre éducation. Et moi, j'étais un enfant au potentiel. Donc, j'étais un enfant qui était pas facile. Enfin, c'est-à-dire que je me sentais toujours différente des autres enfants. J'avais besoin de beaucoup de moments seuls. J'étais un enfant qui lisait beaucoup et qui s'enfermait beaucoup. Elle s'occupait beaucoup de mon éducation et c'était pas toujours facile, je pense. Merci maman, si tu passes par là. Et ton papa, du coup, il avait quel rôle dans tout ça? Après, moi, je suis arabe, je suis marocaine, donc c'est vrai que souvent, le père, dans le schéma familial, il a le rôle du méchant, genre le père qui fait peur, qui va venir t'engueuler si tu fais ça, si tu fais ça. Moi, mon père, il est pas trop comme ça, il était pas trop dans la peur. Mon père, c'est quelqu'un qui va plutôt essayer de discuter. C'est plutôt le genre de père qui va te dire si t'as un problème, tu viens me voir. J'étais un enfant qui pleurait beaucoup, j'étais vraiment dans genre le monde est malheureux, ça m'énerve, le racisme, des choses comme ça. Puis moi, j'ai grandi en Italie, donc c'est vrai qu'en Italie, le racisme était beaucoup plus présent. T'es née là-bas? Oui, c'est ça. Je suis née en Italie et j'ai déménagé en Belgique il y a 9 ans maintenant. C'était comment de grandir en Italie? Ah, c'était nul. C'était vraiment nul. C'était vraiment nul. C'est un peu la jeunesse dorée en Italie. C'est tout en mode hype, quoi. Tout se fait très en mode. Les gens étaient pas simples autour de moi. Ils avaient toujours besoin Ils avaient 16 ans, ils devaient boire du vin de luxe, quoi. Tu vois, genre c'était chiant. C'était pas naturel comme adolescence. C'était très contrôlé. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup rentré dans un moule en Italie. C'est beaucoup ça. Et en fait, quand j'étais en Italie, j'étais la seule arabe de mon école, je pense, on devait être 2. Et à côté de ça, je rentrais pas dans leur moule de la fille toute mince, toute brushingée tous les jours, machin. Et quand je suis arrivée en Belgique, j'ai subi beaucoup d'harcèlement scolaire parce que c'était le contraire. C'est que j'étais pas la beurette auquel ils s'attendaient, en fait. En fait, ce qui m'a perturbée, je pense, dans ma construction, c'était en Italie, j'étais trop arabe et en Belgique, j'étais pas assez arabe. Et le jour où j'ai compris que j'avais pas à être assez quelque chose ou que j'étais pas trop quelque chose, c'est là où j'ai compris qu'en fait, j'en avais rien à foutre.
quand on arrivait en Belgique, tout le monde se ressemblait. Enfin, c'était les mecs s'habillaient comme ça, les meufs s'habillaient comme ça. Et c'est vrai que moi, mon style ne correspondait pas vraiment à ce qu'on attendait d'une arabe, en tout cas dans cette école-là, quoi, en tout cas. C'était beaucoup de critiques et c'était très lourd pour moi parce que je devais aller à l'école et entre 14 et 17 ans, il y a beaucoup de filles pour plaire aux garçons, doivent faire un peu les connes aussi. Ça, c'est un truc que les mecs nous apprennent beaucoup de leur misogynie, de la société patriarcale, c'est que on doit être un peu coconne pour leur plaire, c'est faire la conne, ils aiment bien ça, le fait de voilà, dès que tu utilises un mot un peu compliqué, oh là là, tu fais trop l'intello, tu deviens une fille ennuyante, alors que si tu fais un peu la coconne qui rigole à tout ce qu'ils disent, c'est bon, t'as la femme parfaite. Du coup, moi, j'étais pas comme ça. J'étais pas du genre à rire pour des conneries, tout simplement. Je suis quand même restée 2 ans dans cette école et c'était 2 ans de harcèlement tous les jours. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais jamais changé d'école parce que je suis plutôt du genre à me confronter et leur foutre la haine, genre en disant voilà. Mais à un moment donné, ça devenait lourd pour mes parents parce que c'était tout le temps des problèmes, quoi. Tout le temps des problèmes et c'était lourd pour moi psychologiquement. Et ça, c'est mon défaut, c'est que j'essaie toujours d'aller plus loin de ma limite pour me dire que je m'en fous, mais finalement après ça me rattrape et aujourd'hui à 25 ans, j'ai appris à mettre mes limites là où je sais qu'elles sont, quoi. T'avais quel âge du coup? J'avais 17 ans. C'était quoi ton premier souvenir en matière de sexualité? Je crois que c'est la masturbation. Je devais avoir 12 ans. XPTDR, j'avais découvert ça avec mon téléphone. Je crois que c'était le Nokia 3310. Vous vous rappelez le jeu des serpents qui vibraient? Oui, le Snake. Oui, voilà, lui. Et mais je me demande encore au jour d'aujourd'hui comment j'ai fait le lien entre le truc qui vibre et mon clito. Genre, je sais pas d'où ça m'est venu. Tu t'es branlé pour la première fois avec le Snake du Nokia 3310? Ouais. Trop drôle. Oh, génial. Putain, mais maintenant, le 3310 a une toute autre portée dans ma tête, quoi. Du coup, tu faisais quoi? En fait, tu le faisais se taper tout le temps. Ouais. Du coup, ça vibrait. Ouais, c'est ça. Enfin, sur mon clito, quoi. Ouais. Et oui, voilà. Je pense que c'est la masturbation au tout début de vraiment mon premier souvenir sexuel, quoi. Et est-ce que c'était un sujet dont tu pouvais parler à tes parents? Oh mon Dieu, pas du tout, genre. Pas du tout. Oh my god, non, mais pas du tout, genre vraiment pas. C'est un truc dont t'as jamais entendu parler pendant ton enfance? Non, on parlait pas trop sexualité avec mes parents, même pas du tout, je pense. Je sais pas vous dire exactement, mais je sais que c'était pas un sujet dont on parlait normal. Et du coup, quand tu t'es masturbée pour la première fois, est-ce que tu t'es dit que c'était chouette, que c'était normal, tu t'es sentie coupable de faire un truc que tu comprenais pas trop? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit, putain, on m'a caché ça pendant trop longtemps. Je savais que c'était pas un truc à faire devant mes parents, quoi. J'étais pas débile. Je savais que c'était un truc genre pour moi. Mais non, je me sentais pas coupable et j'ai toujours été très libérée par rapport à la masturbation. J'ai jamais eu de tabou par rapport à ça. J'ai toujours trouvé ça très, très sain, en fait, même. Donc, jamais eu de problème. Et est-ce que tu pouvais parler des règles avec ta maman? Oui. Ça, par contre? Non, mais à XPTDR, ma mère, elle m'avait fait une fête quand j'ai eu mes règles. J'étais traumatisée. Je me rappelle, j'avais un pantalon jaune et un haut blanc. Et je vais dans la toilette et je vois le sang et je me dis... Oh mon Dieu, genre, j'ai pas mes règles quand même, ça a été trop vite. Je sais plus, j'avais 11 ans, je les ai eu tôt, 11-12 ans. Je vais chez ma mère en panique, ouais, j'ai mes règles. Ouh là là, elle m'explique, elle me donne du coup des serviettes périodiques et on en parle, enfin, pas de tabou autour de ça, mais là, elle invite les voisines, elle me fait un buffet, un machin, elle m'a fait une teuf, c'est pas possible. Et je lui en parle encore, je dis, maman, tu te rappelles que t'as fait une teuf pour mes règles? Mais du coup, tu disais que t'as eu tes règles à 11 ans et que tu savais déjà que c'était tes règles. Donc, t'avais été briefée avant? Non. Alors, comment tu savais que c'était tes règles? En fait, ma mère a toujours eu des règles très douloureuses. Et du coup, je savais déjà quand j'étais petite que maman était pas bien une fois par mois à cause de ça. Et je savais que c'était le moment où fallait pas lui parler, qu'elle était vraiment pas bien. Et vraiment, elle avait des migraines cataméniales. Cataméniales, c'est les migraines dues aux hormones des règles. Du coup, les migraines liées au cycle, très très fortes. Elle devait attacher sa tête, elle était vraiment blanche, elle était vraiment pas bien. Donc je reliais déjà ça un peu à la douleur parce que je voyais qu'elle était pas bien. Mais bon, je me suis dit, je vais pas m'embarquer là-dedans, je vais voir ce que ça fait sur moi. Parce que ma mère m'a dit, c'est pas parce que moi j'ai mal que toi t'auras mal. Donc à voir. Mais finalement, oui, j'ai de l'adénomiose, moi, donc c'est une sorte d'endométriose, je sais pas si vous connaissez. C'est en gros, vous voyez, l'endomètre, t'as ton endomètre, qui est un petit peu le tissu qui tapisse ton utérus, et il gonfle, il est plus fin, il est médium, il gonfle, etc. par rapport à ton cycle. Quand ton corps se prépare à accueillir une grossesse, il va gonfler, ok? Donc il va gonfler parce qu'il va devoir soutenir une grossesse, ce qui est logique. Il se dit, attends, je vais me faire un peu plus costaud pour soutenir la grossesse. Mais quand t'as une adénomiose, ton endomètre,
il danse, genre il fait ouf, tu vois, il va de l'autre côté. Et donc c'est des douleurs très fortes parce qu'au lieu d'être droit, imagine le droit, au lieu d'être droit, il va se surélever, aller vers la gauche, aller vers la droite. Et du coup, comme il est pas là où il devrait être, ça fait encore plus mal. Et c'est ça qui fait la douleur. À savoir que quand t'es sur contraception hormonale, ce que je suis en train d'expliquer là, ça ne compte pas. C'est vraiment que pour les personnes qui sont soit en hormones free avec le stérile en cuivre, soit comme moi en symptothermie. C'est un moyen de contraception qui est basé sur 3 choses. La température du corps, parce que la température augmente quand tu ovules. Les pertes, donc je regarde mes pertes sur ma culotte, quoi, comme tout le monde, et je vois leur texture et je sais si j'ovule ou pas. Et mon col, comment il est placé, donc c'est-à-dire que je mets mes doigts au fond de mon vagin, j'arrive sur mon col et je vois s'il est un petit peu ouvert, je sais que j'ovule. En fait, j'ai pris la pilule en première année d'université, en sage-femme, parce que je commençais à avoir des rapports sexuels. Et j'ai vite dit, non, en fait, moi, ce truc, c'est pas possible, quoi. Tous les jours, ça me donnait mal à la tête, j'étais pas bien, enfin, voilà. Donc, je me suis lancée, mais j'étais que en fin de première année. Donc, je venais de voir les bases de la bio, de la chimie, mais je connaissais rien au corps proprement dit féminin, en tout cas, anatomiquement. Donc là, comme ça fait 3 ans que je fais cette contraception-là, les pertes me suffisent amplement. Je connais mes pertes. Tu viens de dire que tu étais sage-femme. C'est quoi que tu préfères dans ton métier ? En fait, je ne suis pas qu'étudiante sage-femme parce qu'à côté de ça, je suis coach en self-love, donc j'apprends aux gens à s'aimer. Et je suis formée en sexualité positive aussi. Donc, si on me demande vraiment ce que je préfère, j'aime beaucoup sage-femme, mais c'est vrai que le côté sexologue, c'est ce qui me fait d'autant plus kiffer, ouais. Mais j'aime le contact avec les patientes, j'aime pouvoir être là pour elles, les soutenir, leur faire comprendre que l'accouchement, c'est pas juste un accouchement, c'est une confrontation à soi, c'est une confrontation à son rôle de parent, au rôle de parent qu'on a connu, c'est une renaissance en fait, donc c'est une nouvelle vie encore qui commence. J'aime bien voir les femmes ne plus jouer aux femmes parfaites en fait en salle d'accouchement, les voir vraiment instinctives. Quand on voit le pouvoir de l'instinct des femmes qui accouchent, tu vois que en fait quand elle accouche, elle est tellement dans sa spirale hormonale et tellement dans son instinct et c'est vraiment ses tripes qui parlent que en fait elle s'en fout de tout. Je trouve qu'elles changent de tête les femmes quand elles arrivent et quand elles sont en train d'accoucher, on dirait 2 personnes différentes. Il y a une puissance autour que je saurais vraiment pas expliquer, mais qui est vraiment comme un tourbillon autour de la femme qui accouche, quoi. Quand je fais des accouchements en stage, mes patientes, je les tutoie, je les appelle par leur prénom, je leur tiens la main. C'est une relation et quand elle te fait confiance, elle arrive à se lâcher, en fait, tout simplement. Et je parlais des accouchements où il y avait beaucoup d'endorphines, donc les hormones du bien-être. C'est comme quand t'enlèves tes talons après une longue journée ou que tu manges alors que tu crevais la dalle, tu sais, cette sensation vraiment de bien-être, comme après un orgasme. Pendant l'accouchement, c'est le moment dans ta vie où tu libères le plus haut taux d'endorphines, si t'y arrives. Donc, si t'arrives à rentrer dans cette bulle-là, c'est vraiment comme si t'étais vraiment défoncé, quoi. Vraiment comme si t'avais fumé de la drogue. Enfin, tu vois, l'effet Stone, ou genre, faut le vivre. Enfin, vraiment, je pourrais pas mettre de mots dessus, mais je sais pas, c'est une sphère, c'est un tourbillon autour. Enfin, et cet état-là est possible que si on éteint toutes les lumières, qu'on a une intonation beaucoup plus basse. Si tu parles à ta patiente comme ça et que tu cries, madame, alors on va faire un toucher vaginal, blablabla, ta patiente ne va pas rentrer. Si tu dis, madame, est-ce que je peux faire un toucher vaginal? Vous respirez, j'y vais, machin, c'est différent. C'est ta façon de parler qui change tout. C'est la façon dont tu es sage-femme. Je peux avoir très très faim et être là depuis 7h du matin, je sentirai pas la faim, pas la soif. Enfin, je vais me sentir vraiment embarquée avec elle, quoi. Et une fois que le bébé est là et que tu le mets, là, on dirait que tu redeviens toi, quoi. Mais pendant au moins 1 heure, enfin, le temps de la pousser, en tout cas des efforts expulsifs, t'es totalement déconnectée, même toi en tant que sage-femme. Ça donne presque envie. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu donnes envie d'accoucher. Ce qui est quand même... Ce qui était quand même pas gagné, hein. C'est clair. Bah, écoutez, vous pouvez accoucher. Moi, je pense pas que je vais... Moi, j'adore accoucher, faire des accouchements, mais moi, accoucher, je pense pas trop. J'ai pas ce besoin d'être mère, spécialement. C'est pas... Ça m'emmerde. Enfin, clairement, c'est clairement ça. Ça m'emmerde et d'un côté, je suis très féministe. Genre, ouais, si j'ai pas envie d'avoir des gosses, j'en ai pas. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à un moment donné, je vais être obligée. Je sais qu'à un moment donné, si je rencontre quelqu'un qui veut des enfants, j'ai l'impression que je vais... Parce que sur Instagram, la vie sur Instagram est toujours très belle. C'est si tu veux pas d'enfant, t'en veux pas, point. Mais parfois, je me dis, d'accord, mais si je suis amoureuse, que ça fait des années que je suis avec mon mec et qu'à un moment donné, il veut des enfants, est-ce que je vais pas succomber pour lui? C'est ça que je me demande. Et pourtant, je suis militante, je suis activiste, je suis féministe, mais j'ai peur quand même de me retrouver à un moment donné bloquée, amoureuse et de me dire, bah ouais, en fait, j'ai pas envie de le perdre et il veut des enfants, donc... C'est un autre débat, mais c'est vrai que parfois je suis
Je suis mitigée quand je vois les débats sur Instagram. Enfin, il y a des pages Instagram très bien qui parlent de ça, c'est je ne veux pas d'enfants. Donc, elle parle du child free, donc le fait de pas vouloir d'enfants. Et j'en ai discuté avec elle. Elle me disait, mais si tu as cette explication-là en te disant que tu sais pas, peut-être que en fait t'en veux, mais non, parce que honnêtement, je me vois pas 9 mois comme ça. Enfin, ça m'attire pas. Pourtant, en salle d'accouchement, je m'éclate et j'aime beaucoup ça et ça me fait pas du tout peur. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais j'ai vraiment l'impression de pas en vouloir, mais j'ai l'impression que les gens, parfois, ils se retrouvent quand même à faire des enfants par amour. J'ai l'impression que ça existe, les enfants, par amour du partenaire ou de la partenaire et qu'on n'en parle pas assez, on fait croire que tu veux pas d'enfants, c'est bon, tu veux pas, it's your choice, enfin voilà, fais ta vie. Mais j'ai l'impression que dans la vie réelle, c'est un peu plus dur à appliquer. Aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entends avec ton corps ? Est-ce que tu l'aimes ? Oui, je m'entends très bien. J'ai vraiment pas de problème de self-love, en tout cas plus aujourd'hui. T'es à l'aise de te montrer nue ? Quand je le veux, enfin bien sûr, oui. J'ai aucun problème avec la nudité. En tout cas, ma nudité à moi et même celle des autres en général, je suis pas gênée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères chez toi ? Dans mon physique, je dirais tout au même niveau. Genre, il y a pas quelque chose que je préfère plus ou moins. J'aime tout parce que tout a une histoire ou un souvenir, donc j'aime tout. Et au niveau mental, c'est plutôt ma détermination. Je suis pas quelqu'un qui lâche l'affaire très facilement. Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur ? Oui, beaucoup. J'ai besoin parfois de me faire des outfits de quand je serai vieille pour me dire je m'habillerai comme ça va être beau, ou genre ma coupe de cheveux, je sais déjà quelle coupe je vais faire quand je vais vieillir. Genre, je suis plein de femmes âgées sur Instagram pour me rassurer. Moi, le jour de mon anniversaire, je me réveille, je pleure depuis 5 ans. Je déteste, j'adore faire la fête le soir d'après, mais le jour même, je suis saoulée. Genre, ça me fait peur le temps qui passe. Et ouais, je suis quelqu'un qui a très peur de vieillir. C'est, je pense, ma plus grande phobie. Des 5 sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité ? On l'écoute, je pense, c'est mes oreilles, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de entendre. Moi, je suis une sapiosexuelle, c'est-à-dire que quand ça m'excite, quand un mec, par exemple, moi je suis hétéro du coup, quand un mec il parle et il connaît la culture générale d'une personne aussi, c'est des choses qui peuvent vraiment m'exciter et donc ouais, je dirais l'écoute. Est-ce que tu parviens facilement à l'orgasme ? Oui, très facilement, très facilement, que ça soit seule quand je me fais l'amour à moi-même ou quand je fais l'amour avec quelqu'un. Je suis pas du tout avant, peut-être à mes premières expériences un peu moins, mais maintenant depuis 2-3 ans, quand même rapidement, oui. Elle s'est passée comment du coup, ta première fois avec quelqu'un ? Alors ma première fois, c'était le 23 mars 2017. Personne nous avait encore sorti la date, je suis fan. Le 23 mars 2017. Et c'était chez ma meilleure amie qui était partie en soirée et qui m'avait laissé son appart. Et du coup, c'était un crush avec qui on flirtait depuis quelques mois. Et on s'est vus, on a fait l'amour et c'était vraiment nul. Parce que je connaissais pas mon corps et que j'étais paniquée, je me rappelle. Genre, je me remets dans un état d'anxiété totale ce jour-là. Genre, j'étais dans une angoisse, c'était pas possible. Genre, j'étais en mode, oh mon Dieu et tout. Mais finalement, ça s'était plutôt bien passé. Et oui, c'était cool. J'ai pas un mauvais souvenir spécialement, mais sexuellement parlant, de mes goûts sexuels, oui, c'était pas ouf. J'ai fait ma première fois avec cette personne. Lui, il l'avait déjà fait auparavant, donc il y avait que moi qui était first time. Puis on s'est vu quelques fois, mais après voilà, on a fait chacun nos vies. Voilà, on était dans la même université, donc sur le même campus universitaire. Et finalement, après, on est redevenu plan cul quelques années après. Et du coup, on s'est redécouvert sous un autre jour parce que du coup, moi, j'avais fait mes expériences, puis j'avais déjà mon compte Insta, puis enfin, il y avait plein de choses. J'avais beaucoup découvert par rapport à ma sexualité, et ça, c'était vraiment genre, on était devenus nos best coups à chacun, alors que la première fois qu'on avait couché ensemble, on était en mode plus jamais quoi. Enfin, c'était pas ouf quoi. Et du coup, on s'est découvert sous un autre jour quoi. Du coup, t'avais quel âge en 2017 ? J'avais 21. Et pour toi, ça a changé quelque chose de faire l'amour dans ta tête, dans ton corps, dans la façon dont tu te représentais ou te voyais ? Non, en fait, je me érotisais déjà beaucoup avant. J'ai toujours aimé genre me prendre en photo nue, me regarder nue. Enfin, moi je me masturbe pas, moi je me fais vraiment l'amour, donc je l'ai pas du tout vécu comme un grand changement dans ma vie. Je me suis juste dit un jour faut que je fasse quelque chose pour la sexualité des femmes, parce que quand j'entendais parler mes copines ou même moi, j'étais en mode non mais
il y a un truc à faire. Et puis, finalement, j'ai ouvert mon compte Insta où je peux aider les gens à trouver un certain épanouissement finalement sexuel. Et ça me fait du bien parce que quand j'ai fait ma première fois, après, j'avais mangé un bol de céréales, je me rappelle, et de muesli, c'était trop bon en plus aux fruits rouges et tout, j'étais trop contente. J'étais posée et j'avais hyper mal à la touche, vraiment, genre j'avais hyper mal, je me disais c'est pas possible d'avoir un œdème, un bleu, enfin j'étais au bout de ma vie. Et je mangeais mes céréales, tu sais, avec mon pull oversize, et je regardais dans le vide, genre j'étais là en mode what the fuck, et je me disais c'est ça le cul, genre attends, c'est le monde du sexe se fait de l'argent tous les jours dans les pubs, dans les films pornographiques, et c'est que ça, genre non, arrêtez là, vous foutez de ma gueule, enfin heureusement qu'il y avait pas le truc satisfaction remboursé, tu vois, genre j'aurais dit what the fuck. Et après j'en ai parlé à mes potes, j'ai dit les filles, parce que j'étais la dernière de mes copines à faire l'amour. Elle l'avait déjà fait, elle c'était la moyenne quoi, 15, 16, 17 ans. Donc elles avaient déjà plusieurs expériences. Et elles me disaient ah ben oui, c'est ça meuf. J'étais là non, c'est pas ça. J'y crois pas une seconde. C'est pas possible. Donc j'ai dit non, il faut explorer, il y a des choses à faire, il faut étudier l'histoire de chacun et tout. Et du coup, avant de faire ma formation sexo, j'ai analysé mes copines et du coup, j'ai trouvé leurs traumas, leurs blessures et on a compris l'impact sexuel que ça avait dans leur vie sexuelle. Et depuis, elles baissent beaucoup mieux d'ailleurs. Elles passent par là, elles me remercieront. Du coup, ta première fois, tu considères que c'est la première fois où tu as pratiqué la pénétration? En fait, j'ai eu mon premier partenaire sexuel dont je viens de parler. Puis après ça, j'ai subi un viol d'un mec. Et après ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment redonné mon corps. Enfin, c'était vraiment une sorte de thérapie. C'était une personne qui m'a vraiment aidée à me remettre dans mon corps. Et du coup, c'est vrai que parfois, quand je parle avec mes potes, je dis lui par exemple, comme il m'a de 1 redonné mon corps, de 2 il m'a aidé à même pas oublier ce qui s'était passé, à mettre de la crème cicatrisante sur ce qui s'était passé, et qui m'a appris aussi beaucoup de pratiques sexuelles que j'adore, que avant j'avais pas exploré, c'est là où j'ai ouvert mon compte, etc. Je me dis parfois je le considère lui comme ma première fois. Donc si tu m'avais demandé ça il y a 3 jours, peut-être que je t'aurais dit à lui parce que nanana. Aujourd'hui j'étais dans le mood à dire que c'était l'autre, mais ça dépend vraiment, en fait ça varie, et parfois je vais dire que c'était un garçon avec qui j'ai fait juste je mets des guillemets du sexe non pénétratif. Donc moi je dis souvent que ma première fois elle est variable en fonction de mon mood. Si je repense à ça, je vais dire que c'était lui. Déjà, la virginité, c'est une construction sociale pour moi. Après, je respecte ce concept-là. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes qui sont croyantes, religieuses, elles donnent d'importance au fait d'attendre le mariage, par exemple. Et je trouve qu'on est personne pour dire « Ah non, c'est de la merde », parce que bon, si elles y croient, il faut respecter les croyances des gens. Mais je dis juste que dans tous les cas, le mot virginité, pour moi, reste une construction sociale. Encore une fois, pour contrôler nos touches, parce que clairement, l'hymen... il y en a chez qui ça existe, il y en a chez qui ça existe pas. L'hymen de base est là pour que les règles coulent, et il est là, c'est vrai qu'il se casse apparemment, mais il y a des études qui prouvent qu'il y a aussi un changement chez les pénis dont on parle jamais pourtant. Enfin voilà. Et si t'es lesbienne, peut-être que ton hymen se cassera avec un sextoy, donc ou peut-être avec tes doigts, c'est un hymen trop reproché de l'orifice vaginal. Enfin, donc c'est tellement. Je trouve qu'il n'y a pas de définition. Si on veut pas donner de définition, on n'a qu'à pas la donner et juste parler d'expérience sexuelle et de définir la première fois comme on veut. Si on veut estimer qu'un bisou, ça nous a impacté autant qu'une pénétration, on peut dire que c'est une première fois. Pour moi, il n'y a pas de règles à suivre, quoi. T'as besoin d'être amoureuse pour faire l'amour ? En fait, j'ai pas besoin d'être amoureuse, mais je sais qu'il y a des critères non négligeables, non négociables pour que j'ai envie de coucher avec quelqu'un. Indépendamment de moi, c'est vraiment ma conscience, c'est comme ça, c'est mes goûts. Moi, je ne peux pas coucher avec quelqu'un où il n'y a pas une tension sexuelle très forte, et surtout que s'il n'arrive pas à m'emporter dans son monde et qu'il rentre pas dans le mien, je sais qu'on couchera jamais ensemble. Par exemple, ça me dérangerait pas de coucher le premier soir ou la première semaine, mais je sais que, vu mon caractère, ça risque de pas m'arriver, quoi. Ça risque de pas m'arriver parce que je sais que tant qu'il n'y a pas cette tension, et surtout, moi, il y a un facteur très important, c'est que le temps doit passer vite. Si je suis avec toi et que le temps passe pas vite, c'est qu'on fera jamais rien ensemble. J'ai besoin de pas voir le temps filer, et j'ai besoin que tu me stresses. Genre, j'ai besoin d'avoir la boule au ventre. Enfin, je suis très sensorielle. En fait, d'un côté, étant coach et dans ces métiers-là, sage-femme, sexo, machin, c'est très bien, mais ça t'apprend à écouter beaucoup ton corps. Donc, je sais directement les sensations qu'une personne me fait, mais c'est vrai qu'un physique ne pourra pas me donner envie de coucher avec toi, alors que ton attitude, oui. Est-ce que quand t'es en couple avec quelqu'un, tu peux avoir envie d'autres personnes ? Non.
Non, je suis pour plus dans les couples exclusifs de base. Je suis pas jalouse du tout et je suis pas possessive du tout. Je déteste ça. Mais sinon, non, je suis pas quelqu'un qui va avoir envie de quelqu'un d'autre. Mais par contre, je suis quelqu'un qui peut penser à quelqu'un d'autre quand je fais l'amour et ça me rassure du coup quand j'ai fait ma formation sexo parce que je me suis rendu compte que c'était ça voulait dire que justement, genre le fait que tu penses à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es très heureuse dans ta sexualité et que ça prouve que tu as une bonne santé sexuelle et que la personne t'excite tellement qu'elle te fait rentrer dans des fantasmes profonds. Mais généralement, voilà, c'est vrai que je suis focus sur une personne et voilà quoi. En fait, j'ai du mal à être excitée si j'ai plusieurs partenaires. Enfin, je peux pas, j'aime bien avoir mon partenaire et développer. Je suis plutôt du genre à avoir un partenaire et développer notre sexualité ensemble et je préfère, genre, lui faire une fellation de 100 façons différentes que faire 100 fellations à quelqu'un. Enfin, j'ai rien contre, mais au même moment, dans le même lapsus de temps, j'aime pas trop avoir plusieurs partenaires parce que ça m'empêche de développer ma sexualité, en fait. J'ai pas le temps d'avoir plusieurs gars. Déjà, je dors 8 heures par nuit. Déjà, j'ai un gros agenda. Oui, je te jure. Non, mais c'est trop ça. Est-ce que j'ai le temps d'avoir envie Déjà, il faut que j'ai une relation saine, parfaite une fois, et puis on arrête de... Mais... Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça? Qu'est-ce qui était important pour toi? D'entendre parler les gens de leur sexualité, ça rassure, ça nous aide, ça fait du bien de savoir un petit peu ce que les autres vivent et parce que je trouve ça stylé, un podcast géré par deux meufs, voilà. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @EntreNosLèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.